Monsieur le conseiller national, monsieur le directeur général de la santé, mesdames et messieurs les membres du réseau de soins du canton de Genève, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à notre troisième et dernière soirée de conférence dédiée aux proches aidants, pour le début de laquelle j'excuse l'absence de notre conseiller d'État Mauro Poggia qui sera parmi nous dans un petit moment. J'ai déjà eu l'occasion de vous préciser que ces manifestations s'inscrivent dans la suite de la journée intercantonale des proches aidants qui se tient maintenant depuis 5 ans dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Jura et Fribourg, chaque 30 octobre. À Genève, comme j'ai eu l'occasion de le dire, donc pour ceux qui étaient là les autres soirs, je suis désolée de me répéter, donc cette journée est portée conjointement par la Direction générale de la santé et par la Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, dont les membres sont, comme vous le savez, largement engagés pour faire avancer cette cause et qui sont à l'origine aussi de la production du programme cantonal de soutien aux proches aidants 2017-2020. Pendant les 2 soirées précédentes, pour lesquelles peut-être certains d'entre vous étaient ici déjà, nous avons abordé la problématique de la maladie d'Alzheimer et des démences associées, puis la problématique des troubles mentaux et des troubles psychiques. Ce soir, il va être question des troubles du comportement et du développement de l'enfant et de leur impact sur la vie familiale et sur l'activité de proche aidant des différents membres d'une famille impliquée. Comme vous le savez, dans les troubles du développement de l'enfant, on trouve de nombreuses maladies qui peuvent aller de l'autisme aux déficiences intellectuelles, aux différents types de trisomie, à certaines maladies rares comme peuvent être les amyotrophies ou encore certains cancers. Dans la plupart des cas, les enfants concernés sont pris en charge dès leur plus jeune âge, à la fois dans des structures, mais aussi parfois intégrés dans un système scolaire. Ce qui réunit, je dirais, uniformément les prises en charge, c'est qu'elles sont toujours en binôme entre l'aspect cognitif et l'aspect physique. En effet, ces troubles dont souffrent les enfants atteints sont le plus souvent multiples et touchent à la fois des comportements, des affects, des difficultés d'apprentissage et relationnelles, mais aussi des aspects physiques qui peuvent aller de la perturbation de l'acquisition de la marche aux troubles de coordination motrice. Ce sont des enfants, comme je le disais, qui peuvent être suivis en institution et qui, comme c'est le cas dans le canton de Genève, peuvent aussi être intégrés dans différents types de classes dans l'école standard. Donc vous l'aurez compris, l'arrivée d'un enfant différent dans une famille est un espèce de tsunami qui va nécessiter de prendre en main des aspects affectifs et organisationnels par tous les membres de la famille. C'est un investissement conséquent, extraordinairement lourd, et sans lequel on ne peut espérer ni progrès ni réussite pour ces enfants. Dès lors, les parents n'ont pas d'autre choix que de diminuer, voire pour certains d'arrêter complètement une activité professionnelle. La plupart du temps, ce sont les femmes qui arrêtent de travailler ou qui diminuent leur taux d'activité. Et à cet effet, M. Schwab constitue un peu un cas exceptionnel, puisqu'il a fait le choix d'orienter finalement sa vie autour de l'éducation de son enfant atteint d'un trouble du développement, après avoir été député de 2007 à 2011 dans le canton de Vaud, puis conseiller national. Donc il s'agit aujourd'hui, M. Schwab, d'une mise entre parenthèses de votre activité politique au bénéfice du développement de votre enfant. Durant la conférence de M. Schwab, plusieurs des enjeux importants liés à la prise en charge des enfants avec troubles du développement vont être abordés. Et on parlera aussi des différentes questions relatives aux proches aidants, notamment les problématiques de prise en charge professionnelle et de prise en charge financière qui sont actuellement discutées, en tout cas au plan fédéral et au plan cantonal également. Avant de passer la parole à notre invité, je vous remercie évidemment d'être aussi nombreux ce soir. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes de transport public, donc je ne désespère pas que la salle se remplisse encore un petit peu. Et je vous inviterai, comme les autres soirs, à continuer vos échanges autour de la verrée qui vous sera servie à l'issue des conférences. Et puis, vous l'aurez constaté certainement en arrivant, il y a une équipe de tournage de temps présent de la RTS qui est présente parmi nous ce soir et qui probablement prendra des extraits de conférences pour ensuite les diffuser dans le cadre d'une émission dédiée à la question des proches aidants. De façon plus large, toutes les conférences de cette année ont été enregistrées et seront dans les prochains jours mises à votre disposition sur le site de l'État de Genève. Je vous souhaite une excellente soirée et je remercie M. Schwab de nous avoir fait l'amitié d'être ici ce soir. Mesdames, Messieurs, tout d'abord vous remercier de votre présence et de votre patience. Alors pour un Vaudois, tant que le quart d'heure vaudois n'est pas échu, on n'est pas en retard, ce qui veut dire que je commence à l'heure. Alors ce soir, je vais tout d'abord vous parler de la vie d'un élu fédéral, ensuite de la vie d'un élu fédéral avec des proches à charge,
ensuite de la vie d'un élu fédéral parent et proche aidant, et puis ce sera ce qui est à mon avis le plus intéressant, ce qu'il faudrait améliorer. Je ferai aussi un bref commentaire des quelques propositions que le Conseil fédéral vient de mettre en consultation, mais ça ce sera pour la fin de mon intervention. Alors tout d'abord, quelques mots sur la vie d'un élu fédéral. Alors la vie d'un élu fédéral, ça a deux aspects que l'on retrouve de plus en plus dans le monde du travail moderne. C'est irrégulier, il y a des déplacements qui sont fréquents, ce sont des déplacements qui peuvent être longs. Alors certes, c'est une profession qui n'est pas encore ubérisée, et ce n'est pas à proprement parler un emploi précaire ou mal payé. Au contraire, mais c'est une vie qui est très intense, avec, comme je l'ai dit, une intensité qui est très irrégulière. Il faut toujours bien séparer entre les sessions, qui durent 3 semaines, se passent à Berne, où là c'est du 200, du 250%, on est 24 heures sur 24 plongé dans le bouillon de la politique fédérale, et puis la période hors des sessions, où, mis à part quelques séances de commission, le Parlement fédéral vous laisse tranquille, en tout cas au niveau de l'ordre du jour formel. Parce qu'en dehors des sessions, il y a un énorme travail de préparation qui est nécessaire pour pouvoir maîtriser ces dossiers face à une administration fédérale extrêmement pointue, face à des lobbies qui sont aussi extrêmement pointus et parfois même compétents, et puis aussi des collègues du Parlement à qui on ne la fait pas. Si vous n'êtes pas parfaitement préparé, vous n'avez pas la moindre chance de faire adopter les propositions que vous pourriez avoir, aussi géniales soient-elles. Et puis, lorsque l'on est un élu, il faut en général penser à sa réélection. Ce qui ne signifie pas uniquement passer d'infrarouge à Genève à chaud en passant par la case du grand entretien avec la presse dominicale, mais cela signifie aussi de multiples réunions du parti au niveau local, au niveau cantonal, au niveau fédéral, diverses réunions pour des organisations et groupes d'intérêt où l'on œuvre comme bénévole, sans oublier la fréquentation régulière des fêtes populaires pour aller à la rencontre des électrices et des électeurs. Alors, qu'on me comprenne bien, mesdames et messieurs, je ne suis pas en train de vous dresser un tableau noir et sombre de l'activité de parlementaire fédéral. Non, c'est une activité qui est passionnante, c'est une activité que j'ai adorée, et c'est une activité que les parlementaires ont choisie. Et non seulement ils l'ont choisie, mais ils ont, à quelques exceptions près, ils ont dû toutes et tous mouiller leur chemise pour y arriver. Une campagne électorale, ça n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de prenant, et en période d'élection, vous en êtes certainement aperçu, soit comme candidat, soit comme simple citoyen qui déambule à travers le marché. Vous avez toute une foule de candidats qui passent tout leur samedi, qu'il fasse beau, qu'il neige ou qu'il pleuve, pour essayer de se faire élire, qui participent à toutes sortes de soirées, qui font la queue devant les sièges des télévisions et des radios pour avoir la chance d'être interviewés. Donc, si la vie de parlementaire fédéral est extrêmement prenante, ils sont tous volontaires, mesdames et messieurs, et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas prévenus, parce que déjà la campagne est assez intense. Et c'est une activité qui garde un attrait intact, même si on constate une certaine baisse de popularité et de respect vis-à-vis des élus, tous niveaux confondus. Il y a un autre niveau que je connais bien, étant donné que je suis resté élu municipal dans ma commune, c'est mon activité professionnelle principale, à un petit pourcentage, environ 30%, mais je garde un petit pied dans la politique. D'ailleurs, cet attrait, on le constate avec un constat tout ce qu'il y a de plus numérique. À chaque élection, vous avez chaque fois plus de candidatures et plus de listes. Donc malgré le fait que ce soit une vie extrêmement intense, très chronophage, très prenante, tous les 4 ans lors des élections fédérales, il y a toujours plus de monde pour en vouloir. Donc ça n'est pas une activité que les gens fuiraient parce qu'elle serait trop chargée. Et d'ailleurs, les gens qui se portent candidats, alors surtout dans les partis de droite, dépensent toujours plus d'argent pour être élus. C'est bien la preuve qu'ils en veulent. Et c'est bien la preuve que malgré quelques petits défauts pas rédhibitoires que j'ai cités avant, c'est une activité qui est très recherchée. Alors maintenant, comment ça se passe lorsque l'on est un élu avec des proches à charge, en particulier des enfants? Ce qui est quand même le cas d'un nombre d'élus croissant, grâce à un certain rajeunissement de la classe politique,
il y a de plus en plus d'élus qui ont des enfants, voire même des enfants en bas âge. Et au cours de la législature et demie que j'ai pu passer à Berne, eh bien, il y a plusieurs de mes collègues qui ont accouché. D'ailleurs, ma fille cadette est née aussi, alors presque pendant une session. Elle a attendu que la session soit finie, ce qui était très sympa pour moi. Elle a même attendu que la séance du conseil communal soit terminée, ce qui fait que j'ai pu exercer tous mes mandats avant d'accompagner mon épouse en salle d'accouchement, ce qui témoigne d'un certain sens civique de la petite. Mais tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que des élus avec de jeunes enfants, il y en a et il y en a de plus en plus. Malgré le fait que la vie de parlementaire dont je vous parle ce soir n'est pas vraiment une vie que l'on peut facilement concilier avec des tâches familiales. Tout d'abord parce que les horaires ne le permettent pas. En général, le Conseil national siège à Berne, bien sûr, de 8h du matin à 19h. On pourrait encore se dire, si à 19h c'était fini, on aurait le temps de sauter dans le train et de venir border les petits. Eh bien non, à 19h, ça n'est pas fini, mesdames et messieurs. Il faut en général rajouter des séances, des rencontres avec des citoyennes et des citoyens qui visitent le Palais fédéral, des rencontres avec des lobbies, ou surtout des rencontres autour d'un verre avec des collègues. Et c'est, bon, évidemment c'est un Vaudois qui vit dans un village viticole qui vous le dit, mais ces verrées font aussi partie du travail de parlementaire, parce que pour trouver une majorité pour une proposition, c'est en général très difficile si l'on n'a pas au préalable pris la peine d'en discuter avec des collègues d'autres partis. Et ça, c'est une des richesses, à mon avis, du système suisse, c'est qu'aucun parti n'a la majorité tout seul. Et que vous n'avez pas de majorité stable pour tous les objets. Ce qui fait que, quel que soit votre bord politique, quel que soit votre parti, si vous avez envie qu'une de vos propositions soit acceptée, vous allez devoir aller chercher des voix dans tous les autres groupes. Alors, en fonction des sujets, vous avez des groupes avec lesquels ce n'est même pas la peine de décider, mais il ne faut jamais dire jamais. Moi, j'ai plusieurs fois soutenu des propositions de membres du Parlement fédéral qui venaient de groupes totalement différents des miens, notamment des propositions de M. Poggia lorsqu'il était parlementaire fédéral, et il y a des élus de tous bords qui ont soutenu des propositions que j'avais déposées, bien qu'elles vinssent d'un socialiste et qu'il s'agissait du décès endurci. Alors, je vous rassure, ce n'est pas uniquement parce que je leur ai payé des verres le soir, mais tout de même, lorsqu'on peut discuter d'une proposition hors du cadre officiel, lorsqu'on peut en discuter de manière un petit peu plus conviviale que lors d'une séance avec une présidente, un secrétaire et un ordre du jour, eh bien, on arrive beaucoup plus facilement à faire avancer le schmilblick. Alors, tout le monde a en tête la fameuse nuit des longs couteaux, qui d'ailleurs va bientôt arriver en décembre, et pense à l'impact fantastique, presque mythique qu'elle aurait sur la politique fédérale et sur les chances d'élection d'une conseillère fédérale ou d'un conseiller fédéral. Alors, mesdames et messieurs, c'est peut-être la nuit qui a le moins d'impact sur la politique fédérale. Les choses se font dans un autre cadre. Mais toutes les autres nuits bernoises sont extrêmement importantes. Il y a de très nombreuses propositions sur des sujets assez déterminants pour l'avenir du pays qui ont été concoctées dans l'arrière-salle d'un obscur bistrot bernois. Et lorsque la proposition a été concoctée et rédigée, après il faut trouver une majorité pour la faire accepter, et cette majorité, elle a souvent été négociée également dans une arrière-salle d'un obscur bistrot bernois. Alors que les hôteliers-restaurateurs bernois me pardonnent, tous les bistrots bernois ne sont pas obscurs, mais vous aurez bien compris que les négociations politiques s'y passent beaucoup mieux. Donc, ce sont généralement lors de ces soirées que l'on fait avancer ces propositions, que l'on trouve des majorités, que l'on trouve les compromis qui permettront d'obtenir des succès politiques, qui permettront de faire avancer le pays. Et donc, dans ces conditions, je reviens à la situation du parlementaire qui a des enfants à charge. Le jeune parent sera rapidement confronté au dilemme: est-ce que je serai là pour lire une histoire à mes enfants le soir, ou est-ce que je vais aller débattre de la dernière virgule qui manque dans le texte d'une motion pour qu'elle soit acceptée? Et lorsque je parle d'une virgule qui manque ou qu'il faut enlever dans un texte d'une proposition, c'est vrai, ça n'est pas une caricature. Souvent, il suffit de changer une toute petite chose d'une proposition, parfois l'ordre des mots, la position d'une virgule. Alors ça, c'est peut-être plutôt en allemand où la règle de la virgule est importante, mais il suffit parfois de peu de choses,
Et si vous avez dit, écoutez, non, là c'est 19 heures, je rentre coucher les enfants, et que vous avez négligé la négociation de la virgule, peut-être que la proposition que vos électrices et vos électeurs attendent, eh bien cette proposition ne verra jamais le jour parce que vous n'aurez pas réussi à la négocier jusqu'au bout. Ensuite, il y a des déplacements qui ne facilitent pas la tâche. C'est à Berne. Pour moi, aller à Berne, c'est 2 heures porte-à-porte en transport public, 1 heure en voiture, ce que j'évitais de faire parce que de faire d'aussi longue distance en voiture, ça n'est pas très raisonnable. Mais en tant que parent proche aidant, lorsque je devais rentrer plus souvent et que je devais même parfois rentrer vite, je n'avais pas d'autre choix que de monter à Berne en voiture. Alors heureusement, la circulation entre mon village et Berne ne ressemble pas à celle de Genève, ni ce soir, ni à la circulation habituelle entre Genève et Lausanne ou sur le pont du Mont-Blanc. Mais quand même, lorsque l'on veut être disponible, lorsque l'on veut pouvoir quitter la salle du Conseil national à n'importe quelle heure et pas viser le train, sachant qu'il faut 4 minutes de course pour atteindre le quai sur lequel se trouve notre train, et puis que les trains, il n'y en a qu'un toutes les demi-heures, eh bien parfois on est contraint de venir en voiture. Puis encore, moi j'habite Riez entre Lausanne et Vevey. Qu'est-ce que ça aurait été si je venais d'un coin plus reculé comme par exemple l'Engadine, le Tessin ou alors Satigny? Il n'y a pas que je vois qu'il y a des habitants de Satigny dans la salle, ce qui me fait plaisir. Il n'y a pas que les présences à Berne qui sont chronophages et qui chargent la vie d'un jeune parent. Les interventions médiatiques sont aussi à des horaires assez peu compatibles avec une vie familiale. Forum, par exemple, c'est pile pendant le souper. Infrarouge, c'est enregistré à l'heure du bain, du brossage des dents et de l'histoire du soir. Et si l'on n'habite pas dans les environs de Genève, eh ben, il a fallu partir de chez soi avant l'heure du souper. La presse dominicale, aussi très importante, généralement le journaliste qui boucle sa grande enquête, il ne va pas manquer de vous téléphoner le samedi, juste pendant le match de foot ou alors pendant la promenade familiale. Et puis comme le creux de l'été a lieu, vous vous en doutez, pendant l'été, donc pendant les vacances d'été, le Natel ne manquera pas de sonner alors que vous êtes sur la plage, sur un télésiège, ou alors au moment où le grand 8 d'Europa Park va prendre son envol. Et je peux vous assurer que tous ces exemples sont véridiques et qu'il ne s'agit pas des endroits les plus loufoques où j'ai répondu aux sollicitations des médias. Puis il y a encore un élément qui est très important et qui là touche à la responsabilité du parlementaire élu par la population. Les votes sont de plus en plus serrés au sein du Parlement fédéral. Lorsqu'après les élections fédérales, on vous dit bon, il n'y a que 3 ou 4 sièges qui ont basculé, ça ne va rien changer, de toute façon en Suisse il ne se passe jamais rien. Eh bien mesdames, messieurs, ça n'est pas vrai. Moi j'ai vécu une législature où il y avait une majorité sur de nombreux sujets entre le PS, les Verts libéraux et le PDC. Puis j'ai vécu une demi-législature où la majorité était plutôt du côté du PLR et de l'UDC. Pour pas grand-chose. Il y avait 3 ou 4 sièges qui avaient changé de camp à chaque fois. On pourrait se dire 3 ou 4 sièges, bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Eh bien si, des votes serrés, il y en a énormément, il y en a de plus en plus souvent. Donc dans ce contexte, le parlementaire qui n'est pas à sa place au moment de voter, qui a dû quitter son poste tout à fait cessante parce qu'il est proche aidant, ou alors plus prosaïquement parce que son fils aîné fait une gastroentérite, eh bien, il risque d'être confronté à un dilemme qui est une vraie question de conscience. Je n'ai pas siégé très longtemps à Berne, mais j'ai vécu un grand nombre de votes cruciaux qui se sont joués à 1 voix près. Puis comme il y a toujours un appel nominal, si vous n'étiez pas là, on sait que c'est vous. Beaucoup de ces sujets portaient sur des sujets qui sont moralement extrêmement importants, alors, qui auraient fait que le dilemme du « je reste ou pas » aurait été extrêmement difficile à supporter. Alors ça peut être des élections au Conseil fédéral, mais ça peut être des votes sur l'exportation d'armes vers des pays en conflit interne. Donc, quelle que soit la position personnelle que vous avez pour ces votes, si vous n'êtes pas là parce que vous avez dû courir vers votre famille, vous savez que d'un autre côté, des centaines, voire des milliers d'électeurs et d'électrices qui attendaient que vous soyez là pour voter, et pour voter dans un sens auquel vous vous êtes engagé pendant la campagne, vous risquez d'être en porte-à-faux et avec vos valeurs personnelles, et avec votre famille, et avec vos électrices et vos électeurs. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'une collègue qui a participé à un vote sur l'avenir des retraites, alors qu'elle avait accouché quelques jours auparavant. Donc, et c'était un vote à l'appel nominal où on savait que ça se jouerait à 101 contre 99,
Il fallait ces 101 voix parce qu'il y avait la règle du frein aux dépenses qui disait si c'est 101, c'est bon, si c'est 100, c'est pas bon. Donc 100 contre 99, ça n'aurait pas joué, mais 101 contre 99, ça jouait. Elle est venue alors qu'elle avait accouché 3 jours plus tôt. Donc tout ça pour vous dire que le vote serré, il peut pousser à des décisions extrêmement lourdes de sens. Et puis bon, moi je ne vous parle que du Conseil national. Pour certains collègues, c'est encore plus compliqué, notamment les conseillers aux États. Ils font exactement le même travail que les conseillers nationaux. Ils ont le même nombre de dossiers qu'ils doivent traiter avec la même précision. Pourtant, ils sont 4 fois moins nombreux. Et ils siègent dans 3 ou 4 commissions chacun, alors qu'au Conseil national, si on est chanceux, qu'on ait un vieux briscard respecté dans son parti, on en aura peut-être 2. Un petit nouveau, on est content d'en avoir une intéressante. Et puis généralement, quand on commence, on se fait parquer dans une seule commission, pas très passionnante. Et puis bon, en plus des séances de commission qui sont plus lourdes pour mes ex-collègues du Conseil des États, eh bien, vous avez encore d'autres de mes ex-collègues qui doivent caser dans cet horaire très chargé des séances dites d'information qui se déroulent au siège d'une grande caisse maladie. Alors bon, c'est payé 2500 francs la séance, mais il faut quand même se rendre à Martigny. Donc, dans cette situation, que l'on ait une famille qui a des soucis de santé en son sein ou pas, quoi qu'on fasse, on doit pouvoir compter sur son conjoint lorsque l'on est parent. Et ce n'est pas évident comme quelqu'un, comme c'est mon cas, qui porte des valeurs d'égalité des sexes et de partage des tâches ménagères et éducatives. Il faut bien avouer que quel que soit le modèle de partage des tâches que l'on a choisi et que l'on vit au quotidien, pendant la session, c'est tout pour le conjoint, parce qu'on n'est juste pas là, ou alors de manière tellement rapide et imprévisible qu'on ne peut pas considérer qu'on est présent. Peut-être une dernière brève remarque sur les récentes tentatives qu'il y a eu de rendre l'horaire de travail du Parlement fédéral plus compatible avec la vie familiale, aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeunes élus qui ont des charges familiales, et ce, dans tous les bords politiques. Vraiment, dans tous les groupes, il y a de jeunes élus qui ont eu des enfants soit pendant la session ou qui ont des enfants en bas âge. Donc il y a eu plusieurs propositions pour rendre cet horaire plus compatible avec le fait d'être un jeune parent. Par exemple, de décaler de 15 minutes l'horaire, le début de la séance le matin. Pourquoi de 15 minutes? Parce que ça permettrait de venir en train, comme les trains arrivent à leur ronde à Berne. Si le Conseil national commençait au quart, on aurait le temps d'arriver à leur ronde à Berne, et ensuite d'être à écart à sa place pour pouvoir voter tout de suite, parce que parfois on commence par des votes. Un quart d'heure, ça a l'air de rien. Ça n'aurait pas chamboulé l'horaire du Parlement fédéral, ça a été refusé. Il y a eu une proposition pour décaler le rythme des sessions. C'est clair que lorsqu'on est parent, 4 fois 3 semaines à 200%, c'est difficile. Il y a eu une proposition d'avoir 2 jours de séance par semaine, toutes les semaines, ce qui faciliterait l'organisation du temps de travail. Ça faciliterait aussi l'organisation des salariés qui n'ont pas de charge de famille. Ça a aussi été refusé. Comme a été refusée la proposition de créer une crèche au Parlement, paraît-il qu'il n'y a pas de demande. Vu le nombre d'élus qui ont de jeunes enfants, peut-être qu'une fois le Parlement fédéral devra remettre cet ouvrage-là sur le métier. Alors là, je vous ai décrit le quotidien d'un parent, entre guillemets, normal. J'aime pas ce terme, mais disons, c'est bel et bien une vie de jeunes parents ordinaires. Pour passer maintenant à la vie d'un parent élu qui est proche aidant ou d'un élu qui est proche aidant d'un adulte. Alors bon, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans cette situation de proche aidant, et peut-être que ma description sera inexacte aussi parce qu'elle va parler plutôt de la situation des enfants, alors qu'il y a aussi de nombreux proches aidants qui s'occupent d'adultes, et puis les situations ne sont pas toujours comparables, ne serait-ce que parce que les offres, notamment les institutions qui s'occupent des enfants, sont à mon avis beaucoup plus nombreuses que pour les plus âgés. Mais je viens tout de suite à la conclusion d'être proche aidant et élu fédéral, ça n'est pas possible. Disons, avec la vie que je vous ai décrite précédemment, d'avoir en plus comme charge de devoir, le cas échéant, revenir très vite chez soi, de se concentrer souvent sur la situation du proche que l'on aide, de devoir tout laisser à un autre proche aidant, en l'espèce généralement son conjoint, ça n'est pas possible. Et c'est un des éléments qui ont fait que j'ai pris la décision d'arrêter le Conseil national, tout simplement, parce que je ne voulais pas être un pseudo proche aidant à 100 km de distance qui, de temps en temps, est atteignable par téléphone, et encore, de téléphoner alors qu'on est en train de voter, ça ne se fait heureusement pas.
C'est une situation qui ne va tout simplement pas. Donc, parlementaire, proche aidant, je parle de l'idée, en tout cas c'était ma conclusion personnelle, ça n'est pas possible. Et pas seulement pour ce qui se passe au Parlement d'ailleurs, parce qu'au fond, un élu, il a une vie d'élu en dehors du Parlement dont je parlais avant, et là je donne 2 exemples. C'est celui de la fête populaire. Déjà, en tant que citoyen actif dans sa communauté, qui s'intéresse à ce qui se passe autour de chez soi, en tout cas c'est mon cas, et c'était mon cas même avant d'être élu, et en particulier élu local, on aime bien participer aux fêtes populaires de son village, de son quartier, aller boire des verres, écouter la fanfare, discuter avec ses voisins ou avec des gens de sa commune. Et puis souvent on aime bien y aller avec ses enfants, aussi parce que les enfants retrouvent leurs copains, et puis généralement ça se passe comme ça, les parents se retrouvent à la buvette, les enfants se retrouvent à la place de jeu, et puis quand les enfants ont faim, ils viennent chercher les parents à la buvette. Au bout d'un moment, quand les parents veulent rentrer à la maison, ils viennent faire des pieds et des mains pour que les enfants acceptent de quitter la place de jeu à laquelle se trouvent tous leurs amis. En tant que parent d'un enfant qui a quelques difficultés sociales, c'est malheureusement impossible. Disons, dans ma situation personnelle, mon fils aîné, parce que c'est de lui qu'il s'agit, adore aller sur les places de jeu, il adore rencontrer d'autres enfants, il adore jouer avec eux, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Généralement, ça se passe très bien, mais il faut avoir un œil dessus. Donc on ne peut pas parler de la dernière initiative populaire fédérale, un verre à la main, avec son voisin à la buvette, alors qu'on a quand même toujours le regard qui est posé sur la place de jeu un petit peu plus loin pour être sûr que tout se passe bien pour les enfants. Alors ça déjà, en tant que parent non élu ordinaire, de ne pas pouvoir utiliser ses loisirs et son temps libre comme on le souhaite, c'est déjà quelque chose de difficile. Enfin, maintenant, même moi qui ne suis plus élu fédéral, de devoir entraver un peu mes loisirs pour jeter quand même un œil sur mes enfants, et encore le trouble dont souffre mon fils n'est pas si grave comparé à d'autres troubles qui existent. Imaginez pour un élu, l'élu qui ne participe pas à la fête du village, à la fête du quartier, qui ne va pas expliquer son dernier vote au Parlement, qui ne va pas discuter de la dernière initiative pour laquelle on est en train de récolter des signatures. Suivant comment il va jouer sa réélection. Il va passer pour celui qui n'est pas trop sympa, qui ne se mêle pas à la population, qui préfère rester dans sa tour d'ivoire à Berne. Alors Dieu merci, la plupart des élus helvétiques ne sont pas comme ça, mais si c'est l'image que finalement vous donnez parce que vous ne participez pas aux fêtes populaires, parce que vous devez avoir un œil sur vos enfants ou sur un autre proche aidé dont vous vous occupez, pour un élu, c'est une difficulté supplémentaire. Et puis ensuite, lorsqu'on est une personnalité publique, lorsqu'on est connu loin à la ronde parce qu'on est le conseiller national qu'on voit à la télé, l'élu à l'exécutif communal qu'on voit dans le journal et à qui on sait qu'on peut s'adresser pour un problème par exemple d'eau potable parce que c'est mon dicaster, de devoir quitter une place de jeu avec un enfant en pleurs parce qu'il s'est passé quelque chose et que c'est bruyant, que ça se voit, on va tout de suite vous regarder différemment. Et le regard de la population face à un enfant qui peut être un peu différent, qui peut avoir un trouble, la première pensée qui viendra à l'esprit, c'est « il a quoi ce gamin, il est mal élevé, hein, puis en plus c'est le conseil national, il n'est pas capable de tenir son gosse ». Je caricature malheureusement à peine. Alors, évidemment, après, lorsqu'on explique la situation, et puis aussi lorsqu'on a pu, c'est la chance que j'ai eue, l'expliquer de manière assez large dans les médias, les gens savent, le regard des gens change. Mais lorsque les gens ne savent pas que votre enfant part en crise, non pas parce que c'est un sale gosse mal élevé, mais parce qu'il a un réel trouble, la première réaction sera de dire « Oh, mais il pourrait quand même un peu calmer son gamin, celui-là ». Et ça, pour avoir discuté avec de nombreux parents dans des situations similaires à la mienne, ce regard public, il est déjà très difficile lorsque vous n'êtes pas très connu, mais imaginez lorsque vous êtes la personnalité dont tout le monde connaît le nom et connaît la dernière intervention à Infrarouge ou à Forum. Maintenant, après ce portrait que je n'espère pas trop long de la vie d'un élu parent et proche aidant, j'en viens à ce qu'il faudrait faire, parce que c'est quand même un petit peu ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse d'abord. Je vais d'abord vous parler de droit du travail. Pourquoi? Alors, tout d'abord parce que le droit du travail est une de mes occupations principales. Avant d'être conseiller national, j'étais syndicaliste. J'étais en charge du dossier du droit du travail pour l'Union syndicale suisse. Aujourd'hui, j'enseigne le droit du travail, j'écris des livres de droit du travail,
D'ailleurs, j'espère que vous n'aurez pas à vous servir du dernier que j'ai fait paraître, parce qu'il parle du licenciement collectif. Alors, soit ça veut dire que vous devez licencier tout votre personnel si vous êtes employeur, soit vous êtes victime d'un licenciement collectif. Donc, ne l'achetez pas. En revanche, dans 2 semaines, on sort un autre qui est destiné à monsieur et madame tout le monde, mais je ne fais pas de pub ce soir. Et ce n'est pas pour ça que je vous parle de droit du travail. Si je vous parle de droit du travail, c'est plutôt parce que notre travail, notre emploi, notre activité professionnelle, notre carrière, cela occupe une place très importante dans nos vies. Ça rythme nos vies. Notre travail a souvent aussi un impact sur notre vie sociale, parfois même sur notre vie amoureuse, et aussi sur notre vie une fois qu'on ne travaille plus et qu'on est à la retraite. Bref, si on s'intéresse à un problème de société, comme la problématique des proches aidants, si l'on veut trouver des solutions à cette problématique, on doit souvent commencer par des solutions qui relèvent du droit du travail. Alors certes, améliorer la vie professionnelle des proches aidants ne va pas tout résoudre. Il y a des proches aidants qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, il y a des proches aidants qui n'ont plus d'activité professionnelle parce qu'ils sont à la retraite, mais améliorer le droit du travail en faveur des proches aidants, ça va certainement leur donner un peu d'air, ça va leur donner un peu de sécurité, un peu de prévisibilité, ainsi que, je pense que c'est le plus important, la sensation de mieux pouvoir prendre soin de leurs proches, sans pour autant que leur situation professionnelle, que leurs revenus ou que leur carrière n'en pâtissent. Alors, l'amélioration au niveau du droit du travail que je préconise, c'est tout d'abord le droit d'avoir congé. Je pense que vous le savez, un des problèmes principaux pour les proches aidants, c'est de pouvoir consacrer du temps à la personne que l'on aide. Or, le droit suisse du travail est relativement peu flexible sur cette question. C'est l'employeur qui fixe les horaires de travail, qui fixe les horaires des pauses, qui fixe les vacances et qui fixe les congés. C'est lui qui décide quand on travaille, selon quels horaires et où on travaille. Alors il y a de très nombreux employeurs qui, par bonheur, sont compréhensifs et qui accordent toutes sortes de facilités. Un taux réduit, ou par exemple le fait de faire un 100% sur 4 jours au lieu de 5, de pouvoir planifier ses vacances et ses congés longtemps à l'avance, ou alors qui accordent la possibilité de faire du télétravail ou du home office, comme on dit en anglais, parce qu'il faut dire qu'il y a de nombreux employeurs qui ont bien compris leur intérêt, mais j'y reviendrai. Et puis, il y a d'autres employeurs qui sont moins coulants, alors certains parce qu'ils ne peuvent pas, ça arrive, et d'autres parce qu'ils ne veulent pas. Et puis, même si ce serait dans leur intérêt d'accorder un taux réduit, d'accorder des horaires planifiables, d'accorder un jour de home office, même si c'est pile dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'on peut le démontrer par A plus B, si l'employeur refuse d'accorder ces facilités, aujourd'hui, le droit du travail lui en donne le droit. Et malheureusement, la plupart des salariés dans notre pays ne sont pas dans une situation où, en cas de négociation, c'est eux qui tiennent le couteau par le manche. S'ils doivent négocier avec leur employeur, c'est généralement eux qui sortiront perdants, même si nous sommes dans une situation, alors pas de plein emploi, mais de chômage assez faible, ou alors de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ce qui est important, si l'on donne un droit à des congés pour les proches aidants, c'est tout d'abord le droit d'avoir un congé payé. Parce qu'en effet, c'est une chose de pouvoir quitter son travail en cas de besoin, c'est une chose de pouvoir réduire son activité temporairement. Si on ne touche pas de salaire ou que la réduction de salaire est trop importante, eh bien, cela revient à faire supporter le risque de la maladie du proche aidé sur les salariés proches aidants. Or, nos assurances sociales, elles ont justement pour objectif de faire supporter par la collectivité un risque que les individus ne peuvent pas assumer eux-mêmes. Et c'est aussi le rôle du droit du travail qui fait supporter ce qu'on appelle le risque d'entreprise à l'employeur. C'est l'employeur qui supporte le fait qu'il y ait une mauvaise situation économique ou que ses affaires marchent mal. Alors, si ça marche vraiment trop mal, il devra licencier son personnel, mais tant qu'il ne licencie pas, il doit quand même payer les salaires. Et le risque de la maladie du salarié doit aussi être supporté par l'employeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient du risque de la maladie d'un proche que le salarié doit aider? Alors actuellement, la seule facilité qui existe, c'est pour un enfant malade. Et c'est un droit de s'absenter 3 jours maximum et par cas de maladie. Et encore, c'est valable seulement pour les salariés qui sont soumis à la loi sur le travail. Je ne vais pas venir sur la distinction entre le Code des obligations et la loi sur le travail, d'une part parce que ce n'est pas le sujet, puis d'autre part parce que j'en aurai pour 2 heures. Mais tout ça pour vous dire que le parent d'un enfant malade a droit, à chaque fois que son enfant est malade, à 3 jours de congé payé. Enfin, payé en théorie, je vais y revenir. Mais ces 3 jours, ça doit lui permettre, si c'est une grippe, de s'occuper de son enfant pendant 3 jours.
si c'est un petit peu plus qu'une grippe, d'organiser autre chose. Et généralement, ces 3 jours ne vont pas suffire à organiser autre chose, et notamment dans le cadre d'un parent proche aidant. Avec mon épouse, nous avons galéré pendant plusieurs mois pour trouver l'institution qui convienne à notre enfant. Non pas que les solutions qu'on nous proposait étaient mauvaises, mais ce n'était pas ce qu'il lui fallait, et celles qui lui convenaient étaient limitées dans le temps, donc quelques mois plus tard, il fallait recommencer. Donc ce n'est pas 3 jours de congé qui font qu'on va pouvoir trouver une solution. Généralement, c'est un travail sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des discussions avec les professionnels, avec le corps médical, avec le personnel soignant. Et ce n'est pas quelque chose qui se règle en 3 jours. Et puis, cette possibilité, elle n'est valable que pour les parents. Si l'on a un proche à charge qui n'est pas un enfant, la loi ne prévoit rien du tout. Alors, c'est une des propositions du Conseil fédéral, c'est d'étendre ce droit de 3 jours à tous les proches aidants. Alors, c'est une très bonne chose, mais ça ne va pas régler le fait que 3 jours, c'est beaucoup trop peu. Ensuite, il y a la question des absences de longue durée. Les 3 jours étant posés, qu'est-ce qui va se passer si le fait d'être proche aidant exige que l'on soit absent pour une durée plus longue? Eh bien là, pour ça, il faudrait le droit de pouvoir réduire son temps de travail. Ou alors d'organiser son travail de manière différente, par exemple en concentrant ses jours de travail, en faisant du travail à domicile. Mais il faudrait que les salariés proches aidants aient le droit de réorganiser leur horaire de travail pour pouvoir continuer à assumer leurs tâches de proche aidant dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que les salariés proches aidants devraient avoir le droit de réduire temporairement ou durablement leur temps de travail, ou alors de faire des propositions pour organiser différemment leurs horaires, propositions qui devraient être acceptées par l'employeur, parce qu'actuellement, c'est toujours possible de demander à son employeur, est-ce que je ne pourrais pas travailler à 80 ou à 60%, ou alors est-ce que je ne pourrais pas plutôt travailler un petit peu plus longtemps le mardi, comme ça le mercredi, je peux m'occuper du proche que je soutiens. Donc l'employeur est d'accord, pas de problème, mais quand l'employeur refuse, aujourd'hui, il a le droit pour lui. Et disons, ce droit de réduire son temps de travail, d'adapter ses horaires, il ne doit pas seulement permettre de s'occuper du proche aidé, il doit aussi permettre aux proches aidants de souffler et de pouvoir continuer à avoir une vie familiale et sociale, parce qu'au fond, beaucoup de proches aidants arrivent à trouver le temps pour s'occuper du proche qu'ils aident, mais ce temps vient en plus de leur activité professionnelle, et après, pour les loisirs, pour la famille, pour la vie sociale, il ne reste plus rien, ce qui contribue à leur propre épuisement, puisqu'il contribue à dégrader également leur propre santé. Et puis, le fait de pouvoir conserver son travail, même si c'est un taux réduit, ce serait bénéfique pour les proches aidants aussi, pour leur permettre de conserver ce lien social et ce moyen de réalisation personnelle qu'est le travail. Et puis ça leur permettrait aussi de ne pas totalement quitter le monde du travail, de conserver un revenu, ce qui permettrait d'éviter la hausse des dépenses sociales, ce qu'approuvera très certainement Monsieur le conseiller d'État Podjak, à qui je souhaite la bienvenue étant donné qu'il vient d'arriver. Il faut noter, mesdames et messieurs, qu'il y a peu de temps, une proposition de mon ex-collègue Nadine Massard, qui est conseillère nationale bernoise, de donner le droit aux jeunes parents de demander une réduction de leur taux d'activité à la naissance de leurs enfants, a été soumise au Conseil national. Malheureusement, la majorité a refusé cette proposition. Alors, elle ne s'adressait pas spécifiquement aux parents proches aidants, elle s'adressait aux parents, mais ça aurait été un premier pas pour montrer que lorsqu'il y a une nécessité de réorganiser son horaire pour donner la priorité à sa famille, eh bien, au moins les salariés auraient eu le droit de le faire. Ça ne voulait pas dire qu'ils auraient diminué leur temps de travail jusqu'à leur retraite. Après, au bout d'un moment, pourquoi ne pas réaugmenter? Mais de leur donner ce droit aurait permis à de nombreux jeunes parents de garder un pied dans la vie professionnelle tout en s'occupant convenablement de leurs enfants. Je vous parlais à l'instant de nos assurances sociales qui visent à ce que le risque qui ne peut pas être assumé par une personne seule doit l'être par la collectivité. Et force est de constater qu'en matière de maladie, y compris lorsque l'on est salarié, nous sommes face à une des grandes lacunes de nos assurances sociales. Actuellement, le risque maladie est très mal couvert et il y a de très nombreuses personnes qui se retrouvent à l'assistance publique parce qu'elles ont été malades. À cause de ça, elles ont perdu tout revenu,
même sans forcément perdre leur emploi. Et parce qu'elles ont perdu tout revenu, eh bien, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'aller demander l'aide de la collectivité. Il faut dire que lorsque vous êtes malade sur votre lieu de travail, soit vous avez ce qu'on appelle l'échelle de Berne, qui oblige votre employeur à vous payer votre salaire pendant un certain temps, mais si vous avez une année d'ancienneté, c'est pendant 3 semaines. Donc si c'est une maladie brève, ça va. Si c'est une longue maladie, vous vous retrouvez rapidement sans revenu. Soit vous avez de la chance et vous avez une assurance perte de gain en cas de maladie, auquel cas cette assurance va prendre en charge en général 80% de votre salaire pendant 720 jours. Là, vous serez à peu près couvert. Le problème, c'est que la moitié des salariés n'a pas cette assurance perte de gain maladie. Et une des dernières grandes lacunes de notre système d'assurance sociale, c'est l'absence d'assurance maladie perte de gain pour tous les salariés. Mais cette assurance maladie perte de gain, elle ne concerne que la maladie du salarié lui-même. Si le salarié réduit son taux d'activité et voit son revenu se réduire parce qu'il doit s'occuper d'un proche, actuellement, cette assurance ne va pas entrer en ligne de compte. Si vous avez demandé ce congé de 3 jours parce que votre enfant est malade, là, l'assurance va payer. Là, votre patron va vous payer votre salaire selon l'échelle de Berne dont je parlais. Mais encore une fois, on est dans ces 3 jours qui sont beaucoup trop courts. Donc même en cas d'une maladie du salarié lui-même, on est très mal couvert. Donc autant dire que pour le salarié qui réduit son revenu parce qu'il s'occupe de la maladie de quelqu'un d'autre, là, il n'y a pratiquement rien, si ce n'est rien du tout. Et je pense qu'un des grands projets politiques pour la Suisse, ce serait de combler cette lacune des assurances sociales pour que la maladie ne mène plus à l'aide sociale, la maladie, que ce soit sa propre maladie ou la maladie d'un proche dont on a la charge. Ensuite, j'ai parlé des congés payés, je vais vous parler aussi des congés non payés. Alors, beaucoup de monde l'ignore, mais en Suisse, il n'y a pas de droit à un congé non payé. Moi, j'ai discuté avec de nombreuses personnes qui, quelle qu'en soit la raison, disaient « Ah, mais là, je vais demander un congé non payé à mon employeur. » Bon, on peut toujours demander, mais si l'employeur ne veut pas, même si c'est pour un projet personnel intéressant, même si c'est pour une formation qui pourrait ensuite être très utile, si l'employeur refuse d'accorder un congé non payé, bah, il a le droit de refuser. Et peut-être qu'aussi pour les proches aidants, d'avoir, pour des cas temporaires, le droit aussi à un congé en partie non payé. Alors certes, ce serait une diminution du revenu, et puis il faudrait faire attention à ce que ce ne soit pas uniquement des congés non payés, parce que là, on reporterait à nouveau le risque de la maladie du proche sur le proche aidant, mais peut-être qu'une combinaison d'un congé payé, d'un congé non payé, serait le moyen, notamment pour les périodes limitées dans le temps, pour que les proches aidants puissent souffler sans perdre leur emploi et revenir ensuite au travail dans de meilleures conditions si la situation de leurs proches s'est améliorée. Ensuite, il y a une des modes actuelles en matière de droit du travail qui est l'évaluation. Et là, dans l'évaluation, pour l'instant, on ne tient pas vraiment compte du fait que le salarié est proche aidant. Avec les nouveaux outils numériques, c'est extrêmement facile d'évaluer tout et n'importe quoi. Vous avez certainement déjà pris un Uber, ou alors téléphoné à Swisscom, ou alors vous vous êtes fait livrer par le shop, vous avez acheté vos frites au McDo. Alors là, je cite des marques de manière totalement arbitraire, je ne fais pas de pub, et puis je vous laisse deviner de qui je suis client ou pas. Ou alors si vous avez pris l'avion à l'aéroport de Genève, vous êtes fait fouiller, ensuite vous êtes allé aux toilettes et vous avez pris un café à la buvette. À chaque fois, vous avez des smileys sur lesquels vous pouvez appuyer. Puis si vous avez téléphoné à Swisscom, vous recevez un message, veuillez noter la conversation avec votre conseiller clientèle. La même chose si vous avez pris un Uber ou commandé des frites au McDo. L'évaluation, maintenant, avec les nouveaux outils numériques, il y en a partout. Et la situation des salariés dépend de plus en plus de ces évaluations, parce que c'est très facile de les recueillir, et tout un chacun peut devenir l'évaluateur ou l'évaluatrice de n'importe quoi. Et puis, c'est des évaluations qui peuvent avoir un impact assez drastique sur la carrière des gens, parce que, par exemple, chez un service de voiture de tourisme avec chauffeur bien connu que j'ai déjà cité, si vous avez une moyenne d'avis positif inférieure à 90%, vous risquez déjà de vous faire virer parce qu'on ne va plus vous appeler. Donc si vous avez 89% de clients contents, ce qui est génial, enfin, un commerçant, un travailleur qui rend son patron content dans 89% des cas, il est aux anges, en tout cas, c'est mon cas. Mais là, vous n'avez pas 90%, donc vous risquez de perdre votre emploi parce que les évaluations l'ont décidé ainsi. Et là, ça commence à être démontré par les études scientifiques, les personnes qui ont un certain âge et les personnes qui ont des personnes à charge,
qui ont peut-être la tête à autre chose qu'à être hyper performantes dans leur emploi, eh bien, elles ont de moins bons résultats à ces évaluations. Et ça va avoir une répercussion sur leur carrière, sur leur salaire, peut-être sur leur avancement, peut-être sur le fait qu'elles seront licenciées ou pas. C'est un impact qui peut durer très longtemps, parce que si votre salaire n'augmente pas, généralement, votre retraite n'augmentera pas 20, 30 ou 40 ans plus tard. Donc ça peut être de mauvaises évaluations parce que vous avez eu une phase de vie où vous vous êtes occupé de quelqu'un, que vous n'aviez peut-être pas le cœur à être à fond pour votre emploi, et puis que, à cause de ça, un client un peu mécontent vous a mis 4 étoiles au lieu de 5, vous risquez de le payer cher. Et là, que les employeurs qui peuvent faire des évaluations, mais au moins qui tiennent compte de la situation personnelle de leurs salariés, à plus forte raison si ceux-ci ont des personnes à charge et sont peut-être moins productifs qu'un collègue ou qu'une collègue qui n'en aurait pas. Pensez-y la prochaine fois que vous mettez autre chose que 5 étoiles. Ce qui me paraît important, c'est aussi la protection contre le licenciement. Et là, le Conseil fédéral a fait une proposition assez intéressante, c'est de donner une protection contre le licenciement que les juristes appellent en temps inopportun. En gros, ça veut dire que quand vous êtes malade, on ne peut pas vous licencier pendant un certain temps. Mais comme les juristes aiment bien les choses compliquées, plutôt que d'appeler ça simplement, ils ont dit un licenciement en temps inopportun. Et là, le Conseil fédéral fait une proposition assez intéressante, parce que cette protection contre le licenciement en temps inopportun, je vais y arriver, elle s'applique au salarié qui est malade lui-même. Et peut-être qu'on devrait l'appliquer aussi au salarié qui s'occupe d'un proche malade, parce qu'il faut tenir compte du fait que pendant cette période-là, il a peut-être moins le cœur à son travail et un petit peu plus l'esprit occupé à la situation de son proche. Bon, maintenant, je vous ai parlé des améliorations qu'il faudrait faire en faveur des salariés. Que vont en penser les employeurs? Alors, j'imagine que certains d'entre vous vont me rétorquer que ces mesures que je préconise, notamment des congés payés, une protection contre le licenciement, ça va coûter cher aux employeurs, que ce serait une atteinte à la liberté contractuelle qui est en vigueur dans notre pays, que l'État ne devrait pas se mêler de droit du travail, ou alors seulement pour fixer un cadre minimal, que ce serait plutôt les partenaires sociaux qui devraient s'en occuper, et puis que de toute façon, pour ces pauvres petits veaux d'or de la politique suisse que sont les PME, ça ne marchera jamais. Alors, à ces objections, je vais faire 2 réponses politiques brèves et une réponse pratique un petit peu plus longue. La première réponse politique: il n'est pas démontré qu'un droit du travail protecteur nuit à la croissance économique ou génère du chômage. Il y a des tas de gens qui ont essayé de le démontrer, ils n'y sont jamais parvenus. Donc ce n'est pas parce qu'on a un droit du travail qui protège les salariés que l'économie va forcément mal. Ensuite, la question du partenariat social. Alors en tant que syndicaliste, le partenariat social, moi j'en suis un grand partisan. Et puis d'ailleurs, l'avantage du partenariat social, c'est que les partenaires sociaux, souvent, ils peuvent tester des nouvelles règles de droit du travail qui ensuite seront reprises dans le droit pour tout le monde. Et là, avec une association de proches aidants vaudoises, nous réfléchissons à des propositions pour mettre certaines des idées dont je vous parlais avant dans des conventions collectives de travail, pour les tester dans une branche ou dans une entreprise. Puis si on voit que ça fonctionne, pourquoi pas les passer dans la loi. Le problème avec le partenariat social, c'est qu'il y a un salarié sur 2 qui n'en bénéficie pas, parce qu'un salarié sur 2 ne bénéficie pas d'une convention collective de travail. Donc les partenaires sociaux, ils peuvent faire beaucoup pour l'innovation en matière de droit social, mais au bout d'un moment, leur marge de manœuvre, elle s'arrête parce que le partenariat social n'existe pas dans toutes les branches. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ces améliorations dont je vous parle, il faudrait qu'elles soient valables pour tout le monde et pas seulement pour les salariés qui bénéficient du partenariat social. Mais surtout, la réponse pratique, mesdames et messieurs, c'est qu'au fond, la santé des collaborateurs, la santé psychique et physique des collaborateurs, la motivation des collaborateurs, le fait d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui sont moins stressés, qui ont plus de temps pour leur famille et pour leurs proches, eh bien ça, c'est rentable pour les entreprises, même pour les plus petites d'entre elles. On sait notamment que le stress au travail coûte aux entreprises suisses entre 6 et 10 milliards de francs par année. Donc des mesures qui sont de nature à baisser le stress des salariés, ça va aussi être rentable pour les entreprises. Et puis si on améliore la santé publique en général, ce sont des coûts qui baissent pour tout le monde. Et puis notamment, encore en pénurie, comme c'est le cas actuellement, de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, lorsque les entreprises doivent commencer dans certaines branches à se battre pour attirer les meilleurs salariés, d'avoir des conditions de travail attrayantes et qui permettent de concilier la vie familiale avec la vie professionnelle,
c'est aussi un moyen de garder les meilleurs salariés en Suisse, donc de garder les meilleures entreprises en Suisse, parce qu'une entreprise qui ne trouve pas en Suisse la main-d'œuvre dont elle a besoin, elle va la chercher au-delà de la frontière. Comme on arrive bientôt à la fin, je vais vous parler brièvement de mes propositions en matière de droit de la santé. Je pense que ce qui est important pour les proches aidants, c'est l'information. Et là, je fais une anecdote personnelle. Je me considère comme quelqu'un de plutôt bien informé. J'ai un doctorat en droit, je connais bien le fonctionnement des diverses administrations publiques. Mon épouse est pédiatre en cabinet, donc elle a l'habitude de conseiller les familles de ses patients sur toutes les sortes d'aides qui peuvent exister dans différents domaines. Et bien, malgré ça, nous sommes perdus. Malgré ça, nous passons un temps considérable à chercher tout ce qui se fait en faveur des proches aidants et en faveur des enfants qui ont des troubles du développement. Et là, je profite pour remercier pour l'organisation d'une soirée comme celle-ci, puis notamment du stand d'information très, très fourni que j'ai pu admirer à l'entrée. D'ailleurs, j'ai ramassé quelques-uns des prospectus. C'est justement les journées comme ces journées intercantonales des proches aidants qui permettent d'une part de faire connaître la problématique, mais qui permettent aussi aux proches aidants de venir s'informer sur ce qui existe, et puis aussi de réseauter, de s'auto-organiser, de comparer leurs expériences, d'apprendre que peut-être dans le canton d'à côté ou dans le district d'à côté, on fait des choses géniales et puis qui pourraient être répliquées dans notre propre région. Ces soirées de comparaison des expériences, de benchmark, comme disent les managers, d'échange d'expériences, je pense que c'est extrêmement utile aussi parce que de nombreux proches aidants sont juste perdus face au foisonnement d'offres qu'il existe, au foisonnement d'informations qu'il existe, mais qu'on ne sait pas aller chercher parce qu'on ne sait pas où et on ne sait pas ni quand ni comment. Et d'ailleurs, souvent ces informations, elles viennent des proches aidants eux-mêmes. Et c'est, à mon avis, très important que les collectivités publiques soutiennent les proches aidants lorsqu'ils s'auto-organisent. D'une part, ça leur permet de s'entraider, d'améliorer eux-mêmes leur propre situation, mais en plus de faire profiter d'autres proches aidants, peut-être même dans d'autres cantons, des bonnes pratiques et des bonnes expériences qu'ils ont pu recueillir sur les programmes et les idées qu'ils ont mis en place. Un autre droit à l'information qui me paraît important pour les proches aidants, ce sont les informations sur l'état du proche aidé. Alors, les proches aidants s'impliquent toujours très fortement en faveur de leur proche aidé. Souvent, ils s'impliquent bien plus que ce dernier, par exemple parce que c'est un enfant, parce que c'est une personne incapable de discernement. Et puis cette implication, mesdames et messieurs, moi je pense qu'elle doit être reconnue à sa juste valeur par tous les intervenants, par le personnel soignant, par les administrations et par les services sociaux. Alors ça ne veut pas dire de donner aux proches aidants le droit de décider, par exemple, à la place du personnel soignant, des décisions qui relèvent du personnel soignant. Mais ça veut au moins dire être informé sur l'état de santé du proche aidant, ça veut dire être informé sur les décisions qui doivent être prises et sur leurs éventuelles conséquences, ça veut dire être invité au réseau, ça veut dire être reconnu comme un vrai partenaire, au lieu d'être cantonné dans le rôle du vieux cliché. Alors heureusement, ça n'existe plus, mais c'est le vieux cliché du futur père qui attend dans le couloir de la maternité en fumant, jusqu'à ce que l'on daigne venir lui dire « Félicitations, monsieur, c'est un garçon ». Alors heureusement, ça ne se passe plus comme ça, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement pour la naissance de mes deux enfants, mais c'est un petit peu le cliché que j'ai entendu venant de nombreux proches aidants qui doivent attendre derrière la porte le résultat du colloque, puis on leur dit, écoutez, monsieur, madame, on a trouvé cette solution pour votre proche aidé, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Puis c'est vrai que lorsque vous avez un médecin, une assistante sociale, une professeure de faculté qui vient vous expliquer ça, après une discussion entre spécialistes, si vous êtes bien élevé et raisonnable, vous allez dire oui. Et on ne pourra pas vous en blâmer, alors que peut-être que si vous aviez participé au réseau, alors avec votre avis et vos limites de non-professionnels, qui viennent assez vite, mon épouse est pédiatre, je peux vous dire, dans certains réseaux, elle joue le rôle de la maman et pas de la pédiatre, et parfois ça fait un bien fou. Puis encore un point qui me concerne presque personnellement, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis venu en béquille parce que il y a quelques semaines, je me suis cassé la cheville en jouant au foot avec mes enfants. Mesdames et messieurs, heureusement que ça ne m'est pas arrivé il y a quelques mois lorsque je faisais des trajets réguliers pour amener mon fils d'une institution à son école spécialisée. Parce que je devais faire des trajets en voiture, là, pour encore quelques semaines, j'ai juste pas le droit de conduire. Je ne pourrais pas, ça me ferait trop mal. Et ça, c'est un cas qui est encore bénin.
parce que j'ai eu discuté avec des proches aidants qui se sont trouvés dans la situation où monsieur doit s'occuper de madame qui est atteinte de démence sénile qui est à la maison. Monsieur glisse sur la neige, se casse quelque chose, est emmené en ambulance, perd connaissance, et plusieurs heures plus tard, quand il revient à lui, il dit « Mais qui s'est occupé de mon épouse, qui ne peut pas rester seule à la maison ?» Parfois, c'est une question de vie ou de mort. Et là, il y a une association vaudoise de proches aidants, notamment active sur la côte vaudoise, qui a quelque chose de très pratique, je trouve. C'est une carte, format carte d'identité, une carte de proche aidant, en disant « Je suis proche aidant, s'il m'arrive quelque chose, il y a cette personne qui est chez moi, voilà ce qu'il faut faire. » Parce que le stress du proche aidant, il va encore monter en flèche quand il sait que tout d'un coup, il ne va plus pouvoir aider le proche qu'il aidait. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire qui pourrait probablement être fait assez rapidement, même sans modification légale, à part peut-être quelques considérations de protection des données, qui est un autre de sujets qui m'intéresse. Comme on arrive à la fin, puis que j'ai beaucoup parlé, je vais encore vous dire 2 mots sur ce qu'a proposé le Conseil fédéral. Alors ces propositions, alors je vais pas vous faire un commentaire article par article, d'une part parce que ce serait fastidieux, puis d'autre part parce qu'on arrive bientôt à une heure avancée, mais je crois que c'est très intéressant ces propositions. Elles ont déjà le mérite d'exister. Je pense que c'est un vrai changement dans l'approche de la politique fédérale que le Conseil fédéral fasse une proposition d'améliorer les assurances sociales et le droit du travail, parce que d'habitude, et là j'ai une petite expérience en la matière, les propositions du Conseil fédéral en matière d'assurance sociale et de droit du travail, c'est plutôt pour péjorer la situation des assurés ou alors pour durcir les conditions. Là, on a remarqué qu'il y avait un problème important et on fait des propositions pour améliorer la situation des personnes concernées. C'est suffisamment rare pour être relevé. Alors ça ne veut pas dire que c'est paradisiaque, ces propositions, d'une part parce qu'il n'y a pas grand-chose pour les adultes proches aidés, à part ces 3 jours, mais bon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande aide. Pour les enfants, il y a des bonnes choses. Donc l'idée de faire un congé qui peut durer jusqu'à 14 semaines, je pense que c'est une bonne idée. Probablement 14 semaines, c'est trop court. La comparaison avec le congé maternité de 14 semaines, à mon avis, elle est bancale, parce qu'au fond, les 14 semaines du congé maternité, elles viennent d'une autre loi, elles viennent de la loi sur le travail qui dit que la jeune mère n'a pas le droit de travailler pendant 8 semaines, puis ensuite, pendant 6 semaines, elle a le droit de ne pas travailler. Donc 8 plus 6, 14, c'est ces 14 semaines-là. À mon avis, ces 14 semaines pour les proches aidants, dans certains cas, ça sera très utile. Je pense que dans des maladies beaucoup plus... des maladies lourdes, chroniques et de longue durée, 14 semaines ne suffiront pas. L'idée de pouvoir fractionner ce congé, elle est excellente à mon avis. Probablement que de la fractionner en semaines, c'est trop rigide. Pour ma situation personnelle, les 6 mois qui ont précédé la rentrée scolaire de fin août, un fractionnement au jour aurait été très utile. Un fractionnement en semaine n'aurait pas été utile. Alors, à ma situation personnelle, que peut-être que pour certaines personnes, un fractionnement en semaine irait très bien. Je pense que c'est trop rigide, mais probablement que le Parlement pourrait améliorer ça. Maintenant, je crois qu'il faut être réaliste, mesdames et messieurs. Je pense, j'espère sincèrement me tromper, que ces propositions n'ont aucune chance devant le Parlement. Parce que les propositions d'améliorer le droit du travail et d'améliorer les assurances sociales, de nos jours, c'est pratiquement mission impossible. Alors j'ai fait voter 1 ou 2 propositions pour améliorer à minima le droit du travail, mais vraiment très peu. Il a fallu batailler très dur et donner pas mal de choses en échange, et c'était une autre majorité politique. Je pense que dans l'état actuel des forces politiques au niveau fédéral, ces propositions n'ont aucune chance. Encore une fois, j'espère que je me trompe, et je serai déçu en bien, comme on dit dans le canton de Vaud. Pour conclure, puisque ça fait un moment que je parle, et puis je vais peut-être vous laisser la parole à vous. Alors, les quelques propositions d'amélioration dont je parlais, elles ne vont pas s'appliquer aux parlementaires. Ou alors, pas tout de suite. Je pense que c'est beaucoup plus important qu'elles s'appliquent d'abord aux salariés lambda, au fond parce que c'est des intérêts de la majorité de la population dont on parle. On ne va pas commencer par améliorer la situation des 246 parlementaires fédéraux. Je pense que c'est mieux d'améliorer la situation des 8 millions et quelques autres, d'autant plus que la fonction de parlementaire va rester très, très attrayante. Je suis sûr qu'aux prochaines élections fédérales, on aura à nouveau un record de liste et un record de candidats. Donc même si ce soir, j'intitulais ma conférence
proche aidant et parlementaire fédéral, est-ce compatible? Ma réponse est non. Si ça reste incompatible encore quelques années, mais que parallèlement, on facilite la compatibilité entre la vie de proche aidant puis la vie professionnelle, je pense que ce serait 100 fois plus important. Et puis ça, ce serait un vrai succès qui serait utile pour notre pays. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé ce que je vous ai raconté. Puis je me réjouis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Voilà, merci Monsieur Schwab. J'invite Monsieur le conseiller d'État Mauro Poggia à nous rejoindre vers le bas de la salle. Et puis place maintenant aux questions des personnes du public qui souhaiteraient s'exprimer sur ce que nous venons d'entendre. Alors s'il n'y a pas de questions, moi je vais me permettre de vous en poser une. Vous disiez que finalement les propositions dont vous avez parlé au niveau fédéral avaient peu de chances de passer. J'ai envie de dire alors, quand on est proche aidant, comment on fait pour ne pas être fondamentalement découragé de savoir qu'au fond les élus que nous avons élus de manière directe ou indirecte se préoccupent aussi peu de situations qui peuvent être très douloureuses et qu'est-ce qu'on fait après? Alors c'est vrai que ça peut être assez décourageant. Bon, la politique suisse peut être décourageante à bien des égards et puis encourageante à d'autres. Moi, je dirais qu'il y a quand même un progrès assez majeur. Et je crois que notamment le fait d'organiser des journées comme celle-ci, de faire témoigner les proches aidants, de les soutenir lorsqu'ils s'auto-organisent, ça a fait monter la thématique, comme on dit. Les médias en parlent, on en parle. D'ailleurs, il y avait une équipe de la RTS qui était là ce soir qui va faire un temps présent sur le sujet. Donc, le sujet est maintenant connu. Le mot proche aidant, alors je ne sais pas si c'est un mot qui existe, qui est depuis longtemps dans le Larousse ou pas, mais disons, maintenant c'est une notion dont tout le monde parle. Disons, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, mon grand-père s'est épuisé à maintenir à domicile ma grand-mère qui avait la maladie d'Alzheimer. C'était un proche aidant. Il y avait déjà excusez-moi, c'est le rappel pour ma piqûre d'anticoagulant puisque je marche avec des piqûres. J'ai oublié de l'annuler. Comme quoi la technologie nous sauve la vie, mais si je la prends avec 2 heures de retard, c'est pas grave. De toute façon, il y a le chef du département de la santé dans la salle, donc je ne risque absolument rien. Mais maintenant, donc, je reviens à cette situation du découragement. Le fait que le Conseil fédéral mette en consultation un projet, le fait que les groupes politiques dans les cantons au niveau fédéral s'emparent de la thématique, ça c'est déjà un gros progrès. Ça, je pense que ça doit nous donner beaucoup d'espoir parce que ça montre que la problématique est reconnue par les autorités fédérales. Ça ne veut pas encore dire qu'elles vont prendre les bonnes décisions, en tout cas de mon point de vue d'ancien parlementaire socialiste, mais qu'elles se penchent déjà sur le sujet, qu'elles mettent en consultation. Ça permet déjà de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Puis la consultation, c'est toujours très intéressant, parce que lors d'une consultation, toutes les organisations, les partis, les cantons, les communes, les universités, les milieux économiques, les associations patronales, les syndicats, les locataires, etc., vont pouvoir donner leur avis. Et ces avis sont tous publics. Et vous êtes certainement membre d'une association ou d'une autre qui va s'exprimer dans cette consultation, que ce soit votre organisation patronale si vous êtes employeur, votre syndicat si vous êtes salarié, votre association de défenseurs de défense des droits des patients, par exemple. Alors déjà, il faudra leur dire, non, mais répondez à la consultation, donnez votre avis. Puis ensuite, une fois que vous aurez lu leur avis à la consultation, vous allez leur dire ce que vous en pensez. Puis ensuite, vous ferez la même chose avec vos élus fédéraux. Quand vous les verrez au marché juste avant les votations, les élections, vous les tannez, comme on dit. Vous leur dites, qu'est-ce que vous allez voter sur les prochains dents, là? Qu'est-ce que vous allez faire? Et le fait que ce soit une problématique qui est débattue dans l'espace public, dont les médias parlent, ils ne pourront plus vous dire « Ah non, je ne sais pas de quoi on parle ». Ça ne veut pas dire que vous arriverez à les convaincre, mais vous arriverez certainement à en discuter avec eux, et peut-être que vous finirez par les convaincre si vous avez une bonne proposition. Je vous remercie. Est-ce que cette intervention suscite... Voilà, on a une question au fond de la salle. Merci beaucoup.
Monsieur l'ex-conseiller national, vous avez décrit la situation au niveau fédéral de manière assez négative, mais je pense que c'est tout à fait réaliste. Maintenant, j'ai une question qui s'adresse en fait peut-être autant à vous qu'au conseiller d'État Mauro Poggia. C'est les cantons peuvent faire mieux. Actuellement, à Genève, on parle par rapport au... Le Parlement a étudié un certain nombre de propositions, projets de loi, motions, etc., qui veulent accorder un répit qui existe pour un certain nombre de jours ou un statut aux proches aidants et autres. Et puis, je voulais en fait vous poser la question à vous. Vous êtes d'accord qu'il est tout à fait possible qu'un canton fasse mieux et n'attende pas qu'au niveau fédéral, où c'est fort improbable, des améliorations substantielles soient amenées, et ensuite, effectivement, demander à M. Poggia si les objets parlementaires qui sont actuellement en discussion ont une chance de passer. Est-ce qu'il en pense lui-même? Merci. Alors, c'est vrai que le droit de la santé publique est essentiellement de compétence cantonale et que les cantons peuvent faire beaucoup. Ça, c'est vrai. Alors, moi, j'ai parlé beaucoup de droit du travail. Le droit du travail, il est purement fédéral. Et si un canton prend une décision de droit du travail, le tribunal fédéral va la casser. Mais ça ne veut pas dire que les cantons ne peuvent rien faire. Et effectivement, alors déjà, ils peuvent faire des choses pour leur propre personnel. Les salariés de l'État, parce qu'en matière de droit de la fonction publique et du personnel des collectivités publiques, les cantons font ce qu'ils veulent. Donc, déjà, un canton qui prendrait des mesures pour son propre personnel pourrait le faire. Et puis ensuite, c'est vrai que les parlements cantonaux sont assez actifs sur le sujet. Alors, je ne connais pas le contenu des projets de loi genevois, mais c'est vrai qu'il ne faut pas seulement se reposer sur Berne, parce que les cantons ont quand même du pouvoir et une marge de manœuvre qu'il faut qu'ils utilisent. D'autant plus que c'est une des richesses du fédéralisme. Souvent, un des avantages du fédéralisme, c'est qu'on essaye quelque chose dans un canton, puis quand on voit que ça marche, on peut l'étendre dans les autres cantons, parce qu'on l'a déjà testé grandeur nature. Donc, si le canton de Genève a une super bonne idée pour les proches aidants, je suis sûr que les Vaudois l'appliqueront. Merci. Monsieur Poggia, vous voulez réagir à cette intervention? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai, en ce qui concerne les deux textes qui sont actuellement en examen, indépendamment de l'exemple que peut donner la fonction publique, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a des choses à réfléchir et à mettre en place. Alors, il y a un premier texte qui demande une déduction fiscale pour les proches aidants, qui est une idée en soi, qui évite, si vous voulez, de donner de l'argent, mais de permettre à des personnes qui s'engagent de verser moins d'impôts. On imagine évidemment derrière tout cela tout le contrôle administratif qu'il faudrait mettre en place, puisque la déduction serait forcément proportionnelle au temps que l'on passe pour accompagner un proche aidé. Donc il faudrait vérifier quel est le degré de besoin du proche aidé, la réalité de la présence du proche aidant auprès du proche aidé. Donc si l'idée est bonne, sa mise en pratique me paraît hautement problématique. Le deuxième texte concerne les proches aidants qui s'occupent de personnes plus âgées, puisque vous savez que nous avons ce que l'on appelle ici à Genève des UATR, des unités d'accueil temporaire de répit, que l'on essaye et que l'on implante dans les faits de plus en plus dans les EMS pour répondre à un souci qui était partagé en commun par l'ensemble du réseau, puisque nous avons encore à la Terrassière l'IMAD, l'institution de maintien et d'aide à domicile, qui s'occupe d'un UATR qui, effectivement, objectivement, n'est pas très intéressant, puisqu'il, je dirais, sans mettre en cause aucunement le travail des collaborateurs qui est exemplaire, compte tenu des lieux, c'est plutôt de nature à culpabiliser le proche aidant qui apporte un proche aidé le temps de prendre un peu de répit plutôt qu'à le soulager. Donc il faut évidemment offrir autre chose qu'un encadrement, il faut qu'il y ait un véritable accompagnement social de la personne. Donc cela se fait. Le texte voudrait qu'il y ait un droit inconditionnel à pouvoir disposer d'un lieu qui puisse accueillir le proche aidé durant 45 jours. Là aussi, l'idée est bonne, mais elle me semble un peu abrupte, parce qu'il y a aussi des conditions de ressources qui devraient peut-être être prises en considération. On n'est pas dans la même situation si l'on peut participer financièrement ou si l'on ne peut pas. Il faudrait surtout, et c'est pour cela qu'on se bat
avec la Direction générale de la santé que le fait de bénéficier de ce répit pour recharger les batteries ne soit pas empêché par des conditions financières. C'est surtout cela qui est important. Donner un droit conditionnel pour une durée fixe me semble excessivement rigide pour répondre à des problématiques qui, par définition, sont différentes. Donc on voit bien par ces deux textes que la problématique est sur la table, et en cela, c'est une bonne chose. Cela veut dire qu'on commence maintenant réellement à prendre conscience de cette réalité qui est là, qui existe. On parle de 55 000 proches aidants à Genève, ce qui est énorme. Donc ces personnes sont là, souvent s'ignorent même étant proches aidants, puisqu'elles considèrent faire un acte d'amour filial, souvent en allant voir leurs parents. C'est surtout dans ce sens-là que cela s'exerce. On parlera peut-être tout à l'heure de l'autre sens dont vous êtes aujourd'hui le représentant. Donc je dirais que les idées sont bonnes, elles foisonnent, mais elles ne sont pas toujours très ancrées avec une réalité pratique. Je ne parle même pas de questions financières, budgétaires, puisqu'évidemment derrière tout cela, il y a un coût, et on sait très bien que souvent les coûts sont un obstacle à la mise en œuvre du progrès social, ou en tout cas sont en tout cas avancés pour cela. Et donc je pense qu'en ce qui concerne ces deux projets, pour répondre à M. Forny, je verrais mal qu'ils soient acceptés comme tels, puisque je pense que si sur le fond ils sont l'expression d'une préoccupation qui est effectivement réelle et tout à fait légitime, tels qu'ils sont exprimés, ils seront difficiles à mettre en place. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer, hein. C'est pas prendre ou jeter, c'est prendre et améliorer le cas échéant pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Voilà, merci. Autre question? Oui, monsieur? Il me semble que toutes ces bonnes idées tournent autour de la reconnaissance du titre ou du rôle de proche aidant. Mais les deux messieurs intervenants, comment vous verriez la possibilité d'avoir une carte, une reconnaissance visible et utilisable de proche aidant? C'est-à-dire pour pouvoir montrer que l'on est proche aidant. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, qu'on accorde des droits aux proches aidants. Des droits qui peuvent peut-être varier en fonction de la situation. Probablement qu'un parent proche aidant n'aura pas les mêmes besoins, donc pas les mêmes droits qu'un proche aidant d'un adulte qui est dans une maison de retraite. Donc d'avoir un statut de proche aidant qui soit le même pour tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. En revanche, il y a, à mon avis, toutes sortes de situations. Alors, par exemple, sur le lieu de travail. Par exemple, dans le cadre d'un réseau avec le personnel soignant, les encadrants, les assistants sociaux, où le fait d'être proche aidant doit être reconnu comme étant déjà le droit de participer ou le droit de bénéficier de certains avantages en lien avec sa situation. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément une carte qu'on doit sortir pour dire « Attendez, je suis proche aidant, laissez-moi rentrer ». Je pense que c'est plutôt les institutions et organisations concernées doivent savoir en disant « Ah oui, tiens, cette personne est le proche aidant de cette autre personne, donc je lui fournis telle prestation, je lui accorde tel droit, je lui fournis telles informations ». Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est peut-être un peu alambiqué. Merci, monsieur Schwab. Monsieur Poggia, vous vouliez ajouter quelque chose? D'abord, je voudrais m'excuser, ma vue baisse. Je n'ai pas vu que c'était monsieur Fray au fond, pas monsieur Forny. Excusez-moi, monsieur Fray. Je pense qu'effectivement, d'avoir une carte de proche aidant, il faudrait d'abord savoir à quoi elle sert. C'est une carte de légitimation, c'est comme une carte de personnes handicapées. C'est le macaron qu'on peut avoir sur la voiture pour pouvoir se parquer sur les places ad hoc. Là, une carte de proche aidant, elle servirait bien sûr à obtenir certains droits, certains avantages, certaines facilitations. Donc d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on peut obtenir de mieux grâce à cette légitimation
pour ensuite voir de quelle manière on peut faire en sorte qu'on puisse justifier ce droit. Je pense qu'effectivement, si on a droit à du répit, on n'a pas besoin de présenter une carte. Il faut à ce moment-là démontrer, le cas échéant, que la personne dont on s'occupe est une personne qui est prise en charge, le cas échéant, par l'IMAD, qui fait une évaluation sur son degré d'impotence, qui a aussi souvent des prestations d'impotence de l'assurance invalidité qui viennent confirmer qu'elle est limitée dans les actes de tous les jours, de manière faible, moyenne ou grave. Donc je dirais que la carte en tant que telle me paraît difficile. On va pas la présenter pour obtenir des rabais dans les bus ou dans les taxis. Donc il faudrait d'abord essayer de savoir quel type d'avantage on veut donner. Avantage, je ne sais pas dans le sens négatif du terme, bien sûr, c'est pour faciliter les choses, pour ensuite regarder de quelle manière celui qui doit donner cette prestation peut être certain qu'il la donne à la bonne personne. Je pense que c'est plutôt cela qu'il faut mettre en place. D'abord, un commentaire sur la carte du proche aidant. Il y a une chose dont le monsieur n'a pas parlé. Je sais, c'est quelqu'un qui m'a dit que si on n'est pas de la famille directe, on ne peut pas rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, par exemple, sous certaines conditions. Donc je pense que c'est très utile parce qu'une personne qui n'est pas de la famille directe de premier degré ne peut pas continuer à aider ce proche, qui peut être un voisin, par exemple, ou un lointain cousin. Ça voudrait dire que si la prise en charge, par exemple, le traitement de tout ce qui est fiscal, assurance, administratif, il ne peut pas continuer, il sera remplacé par un tuteur qui ne connaît rien et qui ne va pas s'en occuper, parce que j'ai un cas comme ça dans mon immeuble. Et autre chose, monsieur le conseiller d'État, monsieur Pocha, vous avez évidemment raison, les coûts sont un obstacle, mais il y a une chose dont je vais jeter un pavé dans la mare. La question des coûts est toujours très importante, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des institutions. Les proches aidants sont considérés par certaines institutions comme de la concurrence déloyale, parce que le budget pour les institutions est absolument énorme, surtout pour les mineurs, et il existe beaucoup de foyers, donc l'industrie du placement des enfants est extrêmement juteuse à Genève, c'est vraiment des centaines de millions, sans exagérer, c'est les chiffres de la Cour des comptes. J'espère que c'est une référence qui vous paraît crédible. Donc, souvent, les proches aidants sont minimisés, on a tendance à les rapetisser par les administrations, surtout le DIP. On les considère comme concurrence déloyale pour les institutions. Et on ne les laisse pas participer aux décisions concernant les enfants. Par exemple, un enfant autiste de 11 ans sans difficulté physique rapporte 30 000 francs par mois au DIP s'il est institutionnalisé dans 2 institutions différentes. Ça veut dire qu'un seul enfant de 10 ans peut nourrir 5 adultes avec un salaire quand même assez confortable. Donc ça, c'est quelque chose dont on devrait parler. En quoi le proche aidant peut-il faire le poids contre une institution qui veut à tout prix attraper la personne aidée pour justement rentrer dans ce... Moi, j'appelle ça du trafic. Vous pouvez évidemment considérer ça comme une provocation. Ça l'est. Et comment peut-on éviter ça? C'est-à-dire le proche aidant qui est jeté loin de toute sphère d'influence au bénéfice des institutions, tout en faisant pleurer beaucoup de gens sur la somme énorme qui ne vient pas de l'État, qui n'est pas une personne qui sacrifie quelque chose, qui vient du contribuable et qui est répartie dans les différentes institutions, administrations, etc., dont les gens, évidemment, méritaient un salaire. Mais pourquoi est-ce que certaines institutions considèrent le proche aidant comme une concurrence déloyale à exterminer à tout prix? Je ne vais peut-être pas m'exprimer sur la deuxième partie de la question que je ne connais vraiment pas. En revanche, sur la question du droit de visite, ça c'est très important. Bêtement, si vous n'êtes pas marié, ce qui arrive quand même à beaucoup de couples, le conjoint non marié risque de ne pas avoir accès aux soins de son conjoint parce que le droit ne prévoit aucun droit au conjoint non marié. Et c'est vrai aussi, si on s'occupe de quelqu'un qui n'est pas un parent en ligne directe, on aura probablement
au camp droit, ou si la personne est sous curatelle et puis que c'est un curateur externe, ben c'est cette personne-là qui sera convoquée, qui aura les informations, qui prendra les décisions. Donc là aussi, le droit à impliquer les proches aidants, il doit se faire sans tenir compte du lien de parenté. Du moment qu'il y a une vraie relation de proche aidant, ben, il faut que le proche aidant puisse jouer son rôle, même si les liens du sang ou du mariage ne lui en donnent légalement pas le droit. Et là, il y a probablement aussi des choses à améliorer, vous avez raison. Oui, une question là-haut. Un peu de fitness, ouais. J'étais juste, moi, un tout petit peu surpris par la deuxième partie de la réaction de Madame. Pour être parent d'un enfant handicapé ou comment on dit, en situation de handicap, ça a été plutôt une bataille de trouver une institution et de trouver une place pour pouvoir mettre la personne, et ça n'a pas été une bataille pour qu'on me vole mon enfant. Donc je ne comprends pas très très bien la réaction, et on manque plutôt, malheureusement dans certains cas, de place et de place adaptée. Voilà, juste pour remettre les choses, l'église au milieu du village. Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question, une dernière question, ou réagir à l'ensemble des interventions de ce soir? Si tel n'est pas le cas, je vais proposer alors à M. Poggia de nous faire le mot de conclusion de ces 3 journées dédiées aux proches aidants. Merci, monsieur le magistrat, de prendre la parole. Merci. Je vais peut-être me rapprocher de vous, monsieur le conseiller national. Pour ancien conseiller national, on le reste toute sa vie. Je prêche aussi un peu pour ma paroisse. Là. C'est vrai. Voilà, merci de nous avoir aidés à réfléchir sur un sujet qui est évidemment éminemment actuel, complexe, parce qu'il y a des facteurs humains, il y a des facteurs financiers aussi. La société évolue. On peut en tout cas s'en réjouir. Le fait déjà que l'on ait pu se réunir 3 soirs de suite pour parler des proches aidants, que des conférences de ce type ont lieu dans toute la Suisse romande, prouve que la société évolue dans sa réflexion, qu'elle est consciente d'une réalité qui n'a pas attendu ces dernières années pour exister, mais qui aujourd'hui est une réalité qui est encore plus présente du fait du vieillissement de la population. Alors nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, ici dans une situation avec votre cas particulier un peu différente, mais qui est intéressante aussi, puisque quand on parle souvent de proche aidant, de proche aidé, on parle souvent d'un fils, d'une fille qui s'occupe de son père ou de sa mère plus âgée. Or, la réalité va aussi dans l'autre sens et elle est importante. Et là, la préoccupation est un peu différente. Un père ou une mère qui, à un moment donné, ressent le besoin légitime d'être auprès d'un enfant qui a besoin de lui en raison d'une atteinte à sa santé, n'attend pas qu'on le remplace auprès de cet enfant. Alors que souvent, le fils ou la fille qui s'occupe de son parent âgé a besoin parfois qu'on le remplace auprès de ce parent pour pouvoir se ressourcer, recharger les batteries, comme je le disais tout à l'heure. Ici, c'est différent. On ne veut pas être remplacé, on veut être là. On veut simplement avoir les moyens de le faire. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas les moyens de le faire à sa charge. Et c'est là que la solidarité de la collectivité est importante. Mais il y a aussi peut-être un besoin d'être assisté pour des tâches que l'on ne peut plus faire, compte tenu de ce besoin qui est de plus ou moins longue durée selon l'affection de l'enfant, comme par exemple s'occuper d'une fratrie. Il y a d'autres enfants qui parfois ne comprennent pas que l'on s'occupe davantage de l'enfant malade, du frère ou de la sœur malade plutôt qu'eux-mêmes. Ils n'ont pas la maturité, personne ne leur reproche évidemment de ne pas l'avoir, ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, leurs parents s'occupent davantage d'un autre enfant. Et c'est là qu'il faut réfléchir, et c'est là que Genève a commencé aussi à réfléchir, d'abord avec l'aide d'une fondation. Aujourd'hui, nous avons pu pérenniser, avec la Direction générale de la santé, des prestations de l'IMAD, précisément des prestations de relève
pour des parents qui, à un moment donné, doivent se concentrer sur un enfant qui a besoin davantage d'eux pour qu'on puisse s'occuper aussi de la fratrie et l'entourer. Et pas simplement s'occuper en leur préparant à manger, mais aussi en les entourant et en leur apportant le soutien psychologique qui est nécessaire dans ces moments difficiles. Alors c'est vrai que la société n'a pas encore beaucoup avancé au niveau financier et souvent on se pose la question de savoir mais quand est-ce que finalement on va pouvoir rémunérer un proche aidant pour le travail qu'il fait, qui est un travail qui finalement rapporte à la société. En tout cas, il permet à la société de fonctionner. Parce que si du jour au lendemain, tous les proches aidants nous posaient, excusez-moi, c'est une image un peu triviale, devant la porte, toutes les personnes dont ils s'occupent, eh bien, l'État ferait faillite. Il n'y aurait plus d'autres politiques publiques qui pourraient fonctionner si ce n'est celle-là. Tout l'argent de la collectivité devrait être concentré à cela. Bien sûr que cela n'arrivera pas, parce que les personnes qui font cela ne le font pas par souci financier, le font d'abord par devoir moral, mais aussi par amour, il faut le dire, par amitié aussi parfois, parce qu'on s'occupe aussi de personnes avec lesquelles on n'a pas toujours un lien de parenté. Alors c'est vrai que ce projet du Conseil fédéral dont vous avez parlé tout à l'heure était intéressant, puisqu'il prévoit quelque part cette faculté pour le parent, à un moment donné, lorsque l'enfant est malade, d'être à côté de lui. Ça peut être une simple grippe, d'ailleurs, souvent. On a ces préoccupations, où l'on a ces absences perlées, comme on les appelle quand on est employeur, où tout d'un coup, un père ou une mère, c'est plus souvent une mère, dit qu'elle est elle-même malade, parce que c'est le seul moyen de pouvoir justifier son absence de son lieu de travail pour rester auprès de son enfant malade. Eh bien, cela doit pouvoir changer. Certains employeurs le font, les hôpitaux universitaires de Genève le font, l'IMAD le fait, avec des contrats, avec des associations, c'est Mary Poppins de Pro Juventute ou Chaperon Rouge de la Croix-Rouge. Eh bien, il y a des contrats, ce qui fait qu'un père ou une mère qui doit aller travailler et qui est préoccupé peut demander, et c'est à charge de l'employeur, peut demander qu'il y ait quelqu'un auprès de son enfant et qui le tienne au courant durant la journée. Vous me direz, ça ne remplacera pas évidemment un père ou une mère, cela dépend évidemment quelle est l'affection, ça peut être une fin de grippe qui a commencé durant le week-end et on veut juste être sûr, parce que l'enfant ne peut pas aller à l'école, qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour s'en occuper pendant la journée. C'est déjà un petit pas, et c'est vrai que le fait de pouvoir prendre en charge, comme le propose le Conseil fédéral dans son texte mis en consultation, que durant 3 jours par cas, eh bien, on puisse s'absenter de son travail sans perdre son salaire, c'est une bonne chose. Il y a aussi cette allocation pour les parents qui s'occupent d'un enfant gravement malade atteint dans sa santé, avec 14 semaines sur une durée de 18 mois. Parfois, il faut plus, bien sûr. Donc, c'est un pas aussi dans ce sens. Et il y a aussi le fait de prendre en considération au niveau de l'AVS des années durant lesquelles on est auprès d'un proche dont on s'occupe. Eh bien, c'est aussi du travail. Aujourd'hui, les personnes ne cotisent pas à l'AVS. Il y a un trou. Vous savez que il y a déjà eu des changements législatifs dans ce domaine pour souvent, comme on les appelait, les femmes au foyer. C'était souvent les femmes, bien sûr, qui s'occupaient pendant quelques années de leurs enfants qui ensuite devaient retourner dans le monde professionnel. Et là, on a tenu compte par le splitting avec l'autre parent pour qu'on ne pénalise pas par des trous. Vous savez que dans l'AVS, les trous coûtent toujours très cher si on ne paye pas une année. Et là, on pourrait aussi de cette façon-là prendre en considération le temps qui est consacré à un proche. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais je pense qu'il est intéressant de se rendre compte, et je remercie M. Schwab d'être ici, de se rendre compte que les formes de proche aidant et de proche aidé sont multiples, mais les problématiques sont toujours les mêmes. C'est à un moment donné le besoin, malgré tout, qui se fait peut-être moins ressentir pour un conseiller national que pour une personne qui travaille dans une grande surface, mais à un moment donné, le besoin de vivre quand même, de payer ses factures à la fin du mois, alors qu'on a un devoir moral, un acte d'amour à l'égard d'un proche qui a besoin de nous. Voilà, je voudrais remercier bien sûr la Direction générale de la santé et sa directrice du service de la planification et du réseau de soins de l'organisation de ces 3 soirées. On se reverra l'année prochaine, certainement, parce que le problème ne va pas diminuer.
au contraire. Entre-temps, j'espère que nous viendrons avec des solutions. Ce n'est peut-être pas tout à fait celles qui sont dans le pipeline du Grand Conseil, mais c'est en tout cas des solutions qui seront boostées par cette volonté parlementaire de faire bouger les choses. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir durant ces 3 jours, même si j'ai manqué un peu, en raison du Grand Conseil que nous avons, nous, le soir, j'ai manqué un peu de cette soirée. Ça a été un plaisir, en tout cas, de voir qu'il y a un intérêt grandissant pour ces journées. Puis nous allons maintenant, si vous êtes d'accord, peut-être boire un verre ensemble et continuer cet échange que nous avons commencé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre apport intelligent et qui, j'espère, va nous permettre d'avancer sur cette voie difficile. Bonne soirée.